Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, la haine des policiers, l'escalade. Mais aux Philippines, c'est génial. Ça, les Philippines, m'en parlez pas parce que c'est le manuel de. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la notice en fait. Problème de drogue. Vous savez, Dieu, quand il fabrique une machine, il fournit la notice qu'il y a avec. Et la notice de la drogue, c'est Duterte. Voilà. Il n'y avait pas à chercher plus loin. Ils vont la déplier. Elle existe qu'en philippin pour le moment, mais ils vont la traduire en français tôt ou tard. J'en nourris l'espoir. Et en seconde partie, le populisme en Europe. La stagnation. Les profs, c'est pareil. 150 ans de parti communiste, et maintenant, ils se font braquer par des banlieusards dans leur salle de classe. Donc en fait, ils ont le colissimo civilisationnel qu'ils avaient commandé il y a 150 ans. Donc là, c'est en train d'arriver. Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un blogueur, vidéaste, acteur et scénariste de bande dessinée. Auteur et fondateur du blog FDP, il est connu pour ses prises de position carabinées. Publié chez Ring, il n'hésite pas à se mettre en scène dans les clips de son éditeur et sur les couvertures de ses livres. Dans Le Crépuscule des Titans, en bon royaliste, il prend la défense du Moyen-Âge et nous invite à libérer les héros de leur tombeau. Les bandes dessinées FDP qu'il signe avec Marceau ont des tirages à faire pâlir les grandes maisons d'édition. Il cartonne sur YouTube avec des vidéos frôlant le 1 million de vues. Il bouleverse les tabous de notre société édulcorée. Il choque, horrifie ou terrifie certains, provocateur barbare pour les uns ou chevalier wisigoth pour les autres. Ce qui est certain, c'est qu'il est un grand maître de la communication numérique. Je vous demande d'accueillir Papacito. Venez, rejoignez-nous. On est très heureux de vous accueillir dans ce bistrot. Vous êtes à la fois, on l'a vu, blogueur, écrivain, vidéaste, acteur, humoriste, mais vous venez pour votre nouvel ouvrage aux éditions Ring, Le Crépuscule des Titans, avec cet avertissement: les événements historiques qui déferlent sur vos yeux sont d'une violence à faire passer les vidéos de l'État islamique pour un épisode de Camping Paradis. Voilà, les événements historiques concernent bien évidemment, pas bien évidemment, on l'apprend à travers cet ouvrage, le Moyen-Âge. Sur le Moyen-Âge, on avait Régine Pernoud, on a maintenant Papacito, avec cet angle de vue que je cite encore à nouveau: le Moyen-Âge n'est pas ce grand mensonge qu'ont fabriqué les historiens communisto-trotskistes sélectionnés par une France sans couilles qui avait trop honte de son passé et de son héritage. C'est ça le bouquin? C'est exactement ça. Ouais, très bien Vous pouvez développer. Ouais. Non, ce livre, en fait, il est né du constat simple que le Moyen-Âge est fortement décrié. Il y a un retour de l'attrait pour le Moyen-Âge, mais qui se fait via des choses détournées. C'est-à-dire qu'on regarde Game of Thrones parce que c'est quelque chose qui concerne un Moyen-Âge imaginaire, qui n'est pas un Moyen-Âge enraciné dans l'histoire de France. On aime consommer du médiéval, mais on n'aime pas consommer du médiéval français historique. De quoi vient le fait qu'on a des réticences dans le monde artistique à consommer du Moyen-Âge? Parce que le Moyen-Âge renvoie à toutes les valeurs auxquelles, en fait, on est en train de faire la guerre actuellement. Donc, la loyauté, l'enracinement, la notion d'identité, la capacité de la confrontation, toutes ces choses-là sont à bannir dans la République de 2019. Et donc, du coup, il me semble nécessaire de venir parler de restituer cette période-là aux jeunes Français en formation, donc les lycéens et puis les autres qui veulent un peu recommunier avec leur histoire. Alors, on s'est déjà rencontrés lors d'un précédent entretien, il y a quelques mois, et je vous avais fait le même reproche. À chaque fois, vous vous en prenez à qui? Et vous en prenez aux Français. Et vous dites: oh, ces Français, ils sont trop amnésiques, ils sont trop métrosexuels. Je cite: cette merde qui a été capable d'élire Macron et Hollande alors qu'il a bâti des châteaux forts et repoussé les Huns au champ catalonique. Se faire exploser les tripes en 14 contre son frère allemand pour pouvoir vendre la capitale à l'Arabie Saoudite 100 ans plus tard. C'est toujours les Français qui prennent. Toujours les Français. C'est pas tous les Français. Alors, ils ont une responsabilité, malgré eux, historique, qu'ont peu de peuples, c'est que la France, pendant très longtemps, a été le centre du monde. Voilà. Et donc, il est
tout particulièrement normal pour moi de m'adresser durement à eux, parce qu'en fait, ceux dont ils sont le vecteur, ils sont le vecteur historique de quelque chose qui les dépasse. Ce week-end, je vais vous donner un exemple, ce week-end, je suis parti dans la Somme, je suis allé visiter, j'en ai profité, puisqu'en ce moment je suis à Soissons, je suis allé visiter, donc je suis passé par Chemin des Dames en partant de Soissons, et puis je suis allé jusqu'à Péronne, voir l'historial de la Première Guerre mondiale. Il était vide. Ensuite, je suis allé au mémorial qu'il y a dans la ville d'Albert, dédié aux soldats australiens. C'était farci d'Australiens, parce que les Australiens, ils vivent à je sais pas combien de milliers de kilomètres. Ils viennent se renseigner sur leur histoire et rendre hommage à leurs anciens. Malheureusement, les musées sont vides de petits Français. C'est pour ça que je suis en colère contre eux, parce que c'est leur histoire. Les Anglais, quand ils font du film sur leur histoire, ils ont pas, les Américains, on leur reproche de se donner le beau rôle, mais c'est à nous. C'est à nous de faire la promotion de notre histoire, et elle est richissime. Et pourtant, les jeunes Français, alors je pense que c'est pas de leur faute, je pense que l'éducation nationale a tout fait pour les dégoûter de ça, mais malheureusement ne sont pas au rendez-vous pour aller honorer leur histoire, quoi. Même dans leur comportement, et c'est pour ça que je m'adresse à eux. Si vous voulez, si vous avez un enfant qui traîne dans la rue, c'est à lui que vous allez mettre une claque, pas au mec qui lui a vendu ses cigarettes ou son shit. Bon, donc moi je considère que c'est ma famille, c'est eux que je vais voir et c'est eux que j'essaie de rebuer. Les autres, c'est pas mon problème. D'accord. Alors, votre programme, c'est pourquoi vous voulez leur enseigner l'histoire du Moyen-Âge. Vous n'êtes pas prof, vous n'êtes pas historien. Ben justement, du coup, j'ai pas pu être acheté, par définition. Donc, j'ai pas de compte à rendre à l'inspection académique. Donc ça, déjà, vous savez, c'est deux chaînes énormes qui tombent. Je suis pas historien, alors c'est au sens, académique du terme. Je pense qu'on est tous l'historien un peu, quand on veut s'en donner la peine, peut-être pas aussi rigoureusement qu'un historien professionnel. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire mon histoire et de restituer ce que je pense être la vraie histoire, voilà. Rien ne m'en empêche, donc je le fais, et parce que je pense que c'est nécessaire. Ah, vous avez quand même une façon assez particulière de revisiter le Moyen-Âge français, période je rappelle, des gentils troubadours et des aimables trouvères. Alors, Roland à Roncevaux, c'est le Rocky Balboa médiéval. Charlemagne, c'est une sorte de 50 cents couvert de bling qui respecte autant la littérature que les marteaux à deux mains. Et Philippe le Bel, c'est Jacques Chirac en plus à l'eau. Alors, c'est quand même, je dois dire, ça m'avait pas sauté aux yeux tout cela, et c'était nécessaire de faire ces rapprochements. Ben oui, parce qu'en fait, quand on apprend l'histoire aux lycéens aujourd'hui, même aux collégiens, on lui apprend une histoire emmerdante. Il ouvre un livre d'histoire. Moi, j'étais nul en maths, j'attendais le cours d'histoire, parce que je voulais me régaler. J'arrivais en cours d'histoire, au lieu de me parler de baston, on me parlait d'art roman, c'est intéressant, l'art gothique, l'art roman, les troubadours, la calligraphie, c'est fantastique. Vous n'aimez pas les troubadours ? Si, j'adore ça, mais les troubadours, ils servent à quoi ? Raconter ce qu'ont fait les mecs à la baston. Vous comment je dis, ils se complètent. C'est parce qu'il y en a qui vont au charbon que le troubadour, après, il fait son beurre dessus, il dit, bon, attendez, laissez-moi vous expliquer un truc, il y a des mecs qui pèsent. Donc c'est ça, en fait, le truc, c'est que tout ça, pourquoi est-ce que l'art roman existe ? L'art roman existe parce qu'il y a une pulsion chrétienne derrière, il y a quelque chose qui a trait avec le viscéral, avec la foi. Et aujourd'hui, on en fait une espèce de fait architectural généré automatiquement dans l'histoire française. Ce n'est pas ça. Et en fait, j'aborde ce qui n'est pas abordé à l'école ou ce qui est abordé très... Moi, je me rappelle quand j'ouvrais les croisades, il y avait un médecin arabe en disant qu'on se lave pas. Et puis à côté, il y avait donc les routes maritimes. On s'en fout, on veut Antioche, on veut Jérusalem, on veut la bagarre. Donc les gosses, je leur amène la bagarre. Voilà, les gosses, les lycéens. Voilà, pour qu'ils aient envie et qu'ils soient contents d'être français. D'accord, la bagarre. Alors, vous rappelez quand même pour ceux qui ont mal lu l'ouvrage, mais alors vraiment qu'ils l'auraient mal lu, que ce n'est pas un plaidoyer poétique ou un exercice contemplatif. Là, on est totalement d'accord. Mais vous dites surtout que ce recueil, c'est un manifeste, un manuel révolutionnaire. Mais qui dit manifeste dit quoi ? La fin du Moyen-Âge, c'est fait par la Révolution française. C'est le parachèvement, c'est mai 68. Donc, pour faire de la contre-révolution, il faut faire ce qu'a combattu la révolution qui a gagné. Qu'est-ce que la révolution qui a gagné a combattu ? Le Moyen-Âge. Donc, la contre-révolution de la révolution qui a gagné, c'est de lui remettre du Moyen-Âge dans les gencives. Et le manifeste, il est là. C'est-à-dire, rappelez-vous, avant d'être un homme nouveau, sans histoire, qui soit compatible avec toutes les idéologies et qui puisse être le réceptacle de toutes les cultures du monde, qu'il n'oublie pas qu'à la base, il y a un tronc qu'il a formé, qu'il a fait arriver là où il en est aujourd'hui. Voilà ce qu'est là, à mon avis, le manifeste, la contre-révolution, elle est là. Soyez des chevaliers, des enracinés, c'est ça votre leitmotiv ? Oui, parce qu'en fait, l'esthétique morale qu'on a aujourd'hui, c'est l'esthétique des Lumières.
Et on a complètement, ce qui est, pour certaines choses, c'est bien, vous voyez, pour l'humanisme, tout ça, c'est très bien. Mais moi, j'espère qu'on va pouvoir remettre là-dedans une esthétique médiévale. Donc, comme d'habitude, comme on est dans l'extrême de quelque chose, j'amène l'extrême de quelque chose d'autre pour qu'on tombe dans un milieu. Quelqu'un qui lit mon livre, bien entendu, qui va pas se dire à la lettre qu'il faut appliquer ça. Mais il va prendre son héritage de l'éducation nationale, il va le confronter à ce que je lui amène, et puis il va en ressortir quelque chose qui devrait être un juste milieu. Et c'est ça que j'essaie de générer avec ce livre-là. Et vous terminez par Vive la France, vive le roi. Mais parce que je suis royaliste au dernier degré. Les lycéens, quand ils vont lire ça, vive la France, vive le roi, ils vont se dire Papacito, waouh, ils fument. Non, parce que je pense qu'ils se rendent compte dans le monde dans lequel ils sont. Ils voient bien qu'il y a un immobilisme politique énorme. Ils voient bien que tout s'écroule dans ce magnifique pays. On bâtissait, on était capable de bâtir la cathédrale Notre-Dame, et aujourd'hui, on en est à regarder Yann Barthès sur Quotidien. Ah non, on n'attaque pas Yann Barthès chez moi. Ah non, on n'attaque pas Yann Barthès. On va couper si vous attaquez Yann Barthès, parce que quand on attaque Yann Barthès, il a une chose qu'il fait tout de suite, c'est qu'il attaque. Et il cherche des poux. Nous, on est tranquille pour l'instant, donc que Quotidien continue à passer son chemin. Alors, poursuivez. Non, mais dites du mal de Yann Barthès si vous voulez. Oui, on s'en fout, hein, on s'en fiche complètement. Je me prive jamais. D'ailleurs, dans le livre, je crois que j'ai réussi un peu à le cibler dans le livre. C'est un de mes préférés. Un troubadour. Ouais, alors lui justement, mais c'est l'inverse d'un il ne raconte que du médiocre. Mais justement, c'est ça, les troubadours modernes ne racontent que du médiocre. Donc c'est normal que finalement le lycéen, quand il entend Vive le roi, il se dit bon, mais tout ce qui m'entoure est complètement dénaturé, n'a plus de sens. Il y a une explosion du suicide chez les jeunes, il y a une explosion même maintenant je crois qu'il y a les premières dépressions qui arrivent chez les moins de 15. Ouais. Moins de 15 ans dépressifs. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à revoir du point de vue vraiment général. Voilà. Et je pense que le fait d'avoir un roi est quelque chose qui génère une sorte de transcendance qui, une fois bien comprise et acquise, est phénoménale. Voilà, Stéphanie Bignon, qui n'était pas venue depuis longtemps, est là avec nous. Et regardez, regardez. Enfin, je reviens. Allez, merci. On va retrouver tout de suite, on va vous retrouver tout de suite pour la suite de ce Bistro Liberté avec Papacito, le crépuscule des titans, c'est aux éditions Ring. La haine des policiers, l'escalade. Les forces de l'ordre font face à une multiplication des guet-apens, des actes de rébellion, des jets de projectiles et des tirs de mortier. En moins d'un an, les violences dirigées contre les forces de sécurité ont augmenté de près de 15%. La ritournelle « Tout le monde déteste la police » trouve un écho jusqu'au sein des vrais gilets jaunes, parfois victimes de violences ou d'erreurs policières. Alors, la haine des policiers, l'escalade ? Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce que vous partagez l'idée que jamais les forces de l'ordre, et les pompiers aussi d'ailleurs, et plus généralement les institutions, n'ont été soumises à un tel niveau de haine en France ? Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Ah, tout à fait. Après, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on est un des seuls pays au monde où ça peut aller aussi loin sans qu'il y ait de répliques, plus violentes. Je rappelle qu'aux États-Unis, ça se passe pas comme ça. Même dans les pays européens, vous passez la frontière. Aux États-Unis, il y a des émeutes urbaines régulières. Il y a des émeutes urbaines, mais je peux vous dire que la répression, si quelqu'un s'en prend à un policier, la question est très vite réglée quand même. Hein. Là, on a assisté à des tentatives de meurtre. Il y a quelqu'un qui a essayé de mettre le feu à une voiture de policier il y a quelques années, quelques temps. C'est quand même très 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 grave. Il n'y a qu'en France qu'on peut assister à un truc comme ça. Au Brésil, alors c'est le Brésil, hein. Mais au Brésil, il y a des... Parce qu'aux Philippines, c'est mieux aussi. Mais aux Philippines, c'est génial. Ça, les Philippines, m'en parlez pas parce que c'est le manuel de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la notice, en fait. Problème de drogue. Vous savez, Dieu, quand il fabrique une machine, il fournit la notice qu'il y a avec. Et la notice de la drogue, c'est Duterte. Voilà. Il n'y avait pas à chercher plus loin. Vous la dépliez. Elle existe qu'en philippin pour le moment, mais ils vont la traduire en français tôt ou tard. J'en nourris l'espoir. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'au Brésil... Alors, c'est pas la peine d'en arriver là, mais au Brésil, vous avez des blindés qui viennent faire le ménage. Ils ramassent 50 mecs. Aux États-Unis, quand vous en prenez un policier, je parle de tentatives de meurtre, je parle pas d'insultes. Hein. Quand il y a des tentatives de meurtre sur les policiers, ce à quoi on a assisté récemment, mais les réponses sont très violentes. En Espagne, c'est pareil, ils ont beaucoup plus de droits qu'en France et ça se passe beaucoup mieux. Les rues sont beaucoup plus tranquilles. Le sentiment d'impunité... J'ai pas vu ça à Barcelone là, ces derniers jours, c'était pas... Alors Barcelone veut quitter l'Espagne, donc c'est pas tout à fait l'Espagne. Mais le reste de l'Espagne, c'est-à-dire celui qui est pas d'extrême gauche, l'Espagne quoi,
Ça ne se passe pas comme ça. La police a beaucoup plus de droits qu'en France. En fait, on est dans un système, comme tout est de gauche chez nous, il paraît impensable que quelqu'un qui veut tuer quelqu'un d'autre meure. C'est impensable. C'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. Quand on essaie de tuer quelqu'un, il faut que quelqu'un se défende. Sinon, le sentiment d'impunité fait que, après, c'est l'escalade. Je veux dire, on a un niveau d'impunité en France qui fait qu'ils se croient tout permis. Il y a de tout. Les gens font des choses incroyables. Et ils ne sont jamais jugés. Attention, si vous rendez vos impôts, vous payez vos impôts avec du retard, là, par contre, le couperet va tomber très, très fort. Donc comment se fait-il que fiscalement on a cette violence à l'égard des actifs et comment se fait-il qu'on est incapable d'aller punir des gens qui ont tenté de tuer des policiers? Alors, dans le texte, c'est dit, il y a quand même aussi une image de la police qui s'est dégradée du fait même des décisions qu'on fait prendre à la police ou de l'attitude de certains policiers peut-être, je ne sais pas. Ça, vous êtes sensible à ça ou vous dites que ça c'est les risques du métier Non, c'est certain que pendant les Gilets jaunes, effectivement, on a été étonné de voir que le traitement qui a été fait de certains Gilets jaunes était beaucoup plus violent que le traitement par exemple, de jeunes qui sont en banlieue, qui sont beaucoup plus violents à l'égard de la police. C'est vrai qu'il y a eu un deux poids, deux mesures. Maintenant, il y a la hiérarchie. Je crois que des brebis galeuses, il y en a partout. Je ne crois pas qu'il y a plus de brebis galeuses dans la police qu'ailleurs. Enfin, je veux dire, si on prend votre profession, le journalisme, vous êtes un des rares à pas être une brebis galeuse. Je suis quand même obligé de vous le dire. Merci, vous avez bien fait de me le dire. Je suis sûr, c'est des métiers qui sont pourris. Il y en a qui sont beaucoup plus pourris que la police. Et je crois que dès qu'on trouve justement une brebis galeuse, on est très content parce que voilà, ça prouve que on peut s'en prendre à la police. Moi, je crois que c'est des gens qui ont affaire à une violence quotidienne. On ne peut pas imaginer ce que c'est. C'est de la haine partout. Et puis surtout, c'est des gens, ils rentrent à la maison après le boulot, ils s'en fait cracher dessus à la gare du Nord. Ils arrivent chez eux, ils allument la télé, ils voient un film d'EuropaCorp anti-flic financé par leurs impôts. Ils ouvrent les journaux, c'est anti-flic tout le temps. On a une culture de la haine du flic en France qui est insupportable. Voilà. Et ceux qui les critiquent le plus sont d'ailleurs ceux qui les appellent le plus souvent quand ça commence à déraper. Moi, j'aime bien la police, je les appelle jamais, je me fais justice tout seul. Non, mais c'est vrai, la plupart du temps, je me fais justice tout seul. Quelqu'un, voilà, Yann Barthès, on va en parler. Non. Yann Barthès, s'il y a quelqu'un qui vient dans sa cage d'escalier, il va pas appeler ses copains qui viennent faire des chroniques avec des chasubles Célio sur les épaules dans ces trucs. Il va appeler des mecs, il va appeler des mecs à entraîner. Donc il va appeler la police. Voilà. Si on continue ce débat, Stéphanie, c'est à vous qui avez la parole, pardon, qui prenait la parole sur ce sujet-là. Excusez-moi, j'étais en train d'écouter ce que disait Papacito et je voyais cette moyenne d'agressions de policiers. Alors, ces agressions, elles sont modulées, bien évidemment. Ils ne sont pas tous blessés grièvement, mais enfin, c'est quand même 107 agressions par jour de policiers aujourd'hui, hein, puisque on est à plus de 29 000 agressions par an. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Quel est votre sentiment à vous, Stéphanie, là-dessus? Alors déjà, je voulais dire à Papacito que Terre et Famille, l'association que j'ai créée et qui existe depuis 2014, est fondée sur l'héritage médiéval. Donc on est en ligne sur cet aspect-là des choses. Et sur l'héritage spirituel est défendu avec l'énergie et la virilité dont vous parlez. Parce que c'est ça, un héritage spirituel. L'âme d'un peuple, ça se défend avec ses tripes. Ah, bonjour à samedi. Voilà. Donc... Alors... je suis un peu étonnée, moi, qu'on se pose des questions, parce que moi, je pensais que c'était le résultat qu'on attendait, non? Puisqu'il est interdit d'interdire, puisqu'il n'y a plus d'autorité à la maison, puisque le papa, il doit surtout se taire, il n'a même plus le droit de donner une fessée, il y a une loi qui est passée, parce qu'il n'y a plus de frontières, parce que on a eu la discrimination positive par Nicolas Sarkozy. Enfin, moi, je comprends pas qu'on soit étonné de ce qui se passe à la préfecture à Paris, ce qui se passe dans les rues. Vraiment, je comprends pas. Alors, donc le résultat était quand même, on pouvait s'y attendre. Alors qu'est-ce que c'est que ce chaos? Alors d'abord c'est une énorme gageure pour les représentants de l'ordre, parce que quand on fait partie des forces de l'ordre, en fait, on sert, on va pas au travail, on va servir quelque chose de plus grand que soi. Donc ces gens vont servir. Et là, on les met à servir finalement une politique du chaos, du toujours pire. Parce que je n'invente rien. Quand vous discutez avec certains gendarmes à la campagne, par exemple, qui vous disent que
ils sont écœurés, ils reprennent pour la xème fois un malfrat quelconque, ils l'emmènent à la préfecture et ils rentrent plus vite qu'eux-mêmes à la maison, au bercail. C'est pas nouveau, c'est très vieux, c'est déjà très ancien, ça fait plusieurs dizaines d'années que ça dure ce cirque. Alors évidemment, on met nos forces de l'ordre dans une situation épouvantable. Mais là où on est obligé de mettre chacun devant ses responsabilités, c'est que vous parliez des gilets jaunes. Pour moi, le premier gilet jaune, ça a été ce paysan de Saône-et-Loire, Jérôme Laronce, qui a été tué de 2 balles dans le dos par des gendarmes. Et il a été tué de 2 balles dans le dos parce que le pauvre, il fuyait des excès administratifs. Et sa sœur a très bien parlé suite à cela. Elle a dit, vous comprenez, mon frère, sa sœur est avocate, mon frère a été traité comme un terroriste. Et quand on traite les gens comme un terroriste, on donne un blanc-seing aux gendarmes pour tuer. N'est-ce pas? Ces gendarmes l'ont dit d'ailleurs, ils n'avaient pas reçu l'ordre de ne pas tirer. Donc on est face à en fait un service d'ordre qui obéit aux ordres, on leur dit ces gens-là sont méchants et c'est leur vocation de servir. Le problème c'est que maintenant il faut vraiment se poser la question les gars, qui sert-on? Et nous sommes face à des gens qui nous amènent au chaos. Doit-on servir le chaos? Voilà la question que j'aimerais poser aux forces de l'ordre. Bonne question. Monsieur Nicolas Gauthier pour Boulevard Voltaire. De toute façon, pour retourner un petit peu plus en arrière, les Français n'ont jamais aimé leur police. Regardez les histoires on fait des films sur Mandrin, sur Cartouche, sur Jacques Mérine, sur Spaggiari, mais on a oublié mais en revanche, le nom des policiers qu'ils ont arrêtés sont totalement tombés dans l'oubli. Et ça, c'est vieux depuis le Guignol lyonnais où le grand jeu est tapé sur les gendarmes. Après, non, il y a vraiment effectivement un problème de fond. C'est que la violence qui s'est exercée contre les gilets jaunes, il y a quand même 4 mains arrachées, 25 yeux crevés, ce n'est pas rien. Les policiers voient ça, et s'ils le font, ils sont pas plus méchants que les autres, simplement ils ont des ordres. Les policiers obéissent. Quand vous parlez de probabilité tout à l'heure, je suis pas tout à fait d'accord, quand il y a des violences policières, c'est qu'ils ont reçu l'ordre d'être violents. Donc, comme le dit Stéphanie, effectivement, la responsabilité est plus en haut. Et il y a un sentiment d'injustice terrible chez les gens, effectivement. Moi, j'habite la campagne, je discutais avec un vieux gendarme, il me disait, autrefois, on passait 10 ans dans une affectation. On nous recommandait d'aller au café, d'aller chez les gens, ce qui dit que les enquêtes étaient facilitées parce qu'on avait un réseau un maillage d'informateurs, on va dire. Et maintenant, leur affectation, c'est maximum 5 ans. Et ça se voit à la campagne, les gendarmes, on ne les voit que le long des routes. Quand il y a des problèmes de voisinage, des problèmes de violence, même dans les petites villes, les flics arrivent quand c'est fini. Bon, avant, ils sont toujours là au rond-point, contrôle de ceci, contrôle de cela, souffler dans le ballon. Et ce qui fait que ce gendarme me disait que maintenant, les enquêtes sont de plus en plus difficiles parce que les gens nous détestent. Et je comprends qu'ils puissent nous détester. Il y a quand même aussi un problème de fond là-dessus, et c'est pas effectivement la faute du policier en tant que tel. Et quand on voit dans le même temps la quasi-impunité de ces bandes dans les banlieues, quand il y a eu toute l'histoire de Micmac avec ce garçon qui aurait été plus ou moins violé avec une matraque, enfin ça fait une affaire d'État. Le président de la République était à son chevet. Personne n'a été au chevet des 25 borgnes gilets jaunes. Donc je pense que le problème va au-delà de l'escalade ou de la détestation des policiers. Parce qu'il y a une double... Parce qu'on vit dans un pays où il y a 2 types de citoyens. Il y a ceux qui sont solvables et il y a ceux qui sont insolvables. Il y a ceux qu'on peut aller emmerder et il y a ceux qu'on ne peut pas aller emmerder. Et le fait est que quand vous êtes solvable, vous vous faites arrêter, vous prenez une amende, vous êtes solvable, vous avez une adresse, vous avez une plaque d'immatriculation, voilà. Les zones de non-droit sont insolvables. Donc par un mécanisme qui est unique au monde, je pense, celui qui est le plus inséré dans la société a le plus de chances de payer. Donc par exemple le gilet jaune, quand il fait une émeute, on peut le retrouver. Quand vous avez 25 jeunes avec des capuches qui ont tous plus ou moins le même signalement, voilà, il a un jogging, super. Voilà, Paris est entouré par des mecs qui ont des jogging. Donc, si vous voulez, c'est impossible de. Vous comprenez, il y a vraiment un problème par rapport à ça. Maintenant, vraiment. Il y a un problème de fond qui dépasse l'amour ou les détestations. C'est ça, c'est que même du point de vue du système, le policier ne peut pas faire son travail avec certaines personnes, et il peut le faire avec d'autres. Ça, c'est déjà du coup. On a l'impression qu'il se venge sur nous. Alors, peut-être. Moi, j'en ai pas le sentiment. Moi, ce que je constate, je me fais arrêter de temps en temps. Quand on est poli et quand on voit
maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de policiers et de gendarmes qui ont tendance à se dire, bon, il y en a qu'on peut pas coincer, on va pas se venger sur celui-là. Et moi, il y a 2-3 fois où j'avais des défauts d'assurance. Enfin, 2-3 fois. 2 fois où j'avais des défauts d'assurance, je fais pas que ça, mais, et je suis reparti parce que j'étais poli, ils ont bien senti que, et c'était avant que que j'ai de la notoriété, hein. Vous soyez roi des Visigoths. Nicolas Gauthier aime la police avec P comme Peace and Love. Voilà, ça c'est le dessin d'Ignace qui nous a rejoint pour ce Bistro Liberté comme de coutume. Et puis, Philippe Ménard, vous m'avez demandé la parole et je vous la donne et je présente bien évidemment le numéro mensuel du magazine dont vous êtes le rédacteur en chef, Politique Magazine, avec à la une Emmanuel Macron, économie, crise théorique et crack réel, point d'interrogation. Philippe. Ça a l'air un peu chiant comme ça, mais c'est très drôle en fait. D'accord. Et maintenant, il y a plein de photos aussi. Hein, très drôle. Il y a des photos, on a essayé de travailler. Il n'y a plus la fleur de lys sur la couverture, c'est normal? Il y a une fleur de lys sur la couverture? Autrefois, il y avait une demi-fleur de lys, j'ai jamais compris pourquoi elle n'était pas J'ai entière. décidé de devenir crypto-royaliste parce que c'est une vraie tactique de fond pour ensuite convaincre tout le monde. Voilà, bien joué. Allez, sur la police. Votre point de vue aussi. Hein. Vous avez raison. D'une part parce que vous êtes grand et fort, et ensuite parce que vous avez, ensuite parce que vous avez raison. Il y a quelque chose qui m'a fasciné, c'est tombé lundi en Ardèche. Les gendarmes ont fliqué pendant 1 mois les Ardéchois et ont triomphalement communiqué auprès des médias locaux le fait qu'ils avaient réussi à verbaliser 206 personnes. Donc voilà, les forces de l'ordre en France, ça sert à ça, c'est à verbaliser 206 clampins qui ont oublié de coller leur clignotant. Parce qu'en plus, ils étaient focalisés sur un truc bien précis, c'est le clignotant. Voilà. Et donc, on a d'un côté Chanteloup, l'intégralité des banlieues françaises où il n'y a pas un flic, il n'y a pas un gendarme, il n'y a personne. Et donc, la police a laissé les territoires prétendument républicains, ou très exactement républicains, selon le point de vue, à tous les sauvageons possibles et imaginables. Et elle s'est transformée en espèce de garde prétorienne d'un ordre bourgeois. Donc, qu'on la déteste, c'est normal. Tout le monde parle évidemment des gilets jaunes. C'est vrai, entre les mains arrachées, les yeux éborgnés, là, c'était un peu compliqué. Mais au moment de 2013, avec la manif pour tous, quand des gamines de 45 kilos se faisaient taper dessus juste parce qu'elles étaient assises par terre et que les CRS les tapaient à coups de matraque parce qu'on leur avait dit que c'était des dangereux factieux et qu'effectivement, quand on a 45 kilos et une jupe plissée, c'est un peu toute la République qui tremble. C'était déjà la même chose. C'est normal qu'on les haïsse, ces flics. En fait, on les haït parce qu'ils sont censés être les représentants de la loi et qu'en fait, ils sont les instruments du pouvoir. Mais en 68, et donc, il n'y a pas de raison de vous criez distinguer déjà le pouvoir CRS. et ses instruments. En 68, vous criez déjà CRS égale SS, vous. Non. Parce que d'abord, j'avais que 3 ans, mais c'est Vous étiez précoce, je me rappelle. Voilà, Pas que dans ce domaine. Non, je ne criais pas CRS égale SS, d'abord parce que on peut détester, tout le monde déteste la police, la gendarmerie sans faire allusion aux Allemands. Tout le monde le point déteste focal la de police. l'histoire de l'humanité, c'est quand même pas 39-45. D'accord, Philippe, mais donc, voilà, donc, tout le moi, monde... c'est le roi sur la gabelle. Vive le roi sur la gabelle. Voilà, c'était ça. Moi, c'est le cri des croquants depuis le XVIe siècle. Vous n'êtes pas obligé de rejoindre les Black Blocs et d'aller avec l'extrême gauche gueuler. Tout le monde déteste la police. Détruire un ordre bourgeois et ils s'attaquent aux valets de l'ordre bourgeois. Après ça, nous qui sommes bourgeois, on trouve ça extrêmement pénible quand les flics, effectivement, sont d'une cruauté, d'une méchanceté, d'un vétilleux dans la manière de nous accabler d'infractions débiles, genre vous n'avez pas mis votre ceinture, mon beau-frère n'a pas mis sa ceinture pendant 10 mètres à l'intérieur d'un parking souterrain. C'est bon, il y avait des flics en planque dans le parking souterrain juste pour choper le beau-frère. Mais c'est débile. Pendant ce temps-là, il y avait combien de cambriolages? Non, mais mon beau-frère est un type très bien. D'ailleurs, il est grand et fort lui aussi, Antoine. Voilà, donc c'est ça, c'est normal qu'on les déteste parce qu'ils sont devenus quelque chose qui n'est pas du tout le rempart de la force pour protéger l'innocent. Ils sont devenus l'instrument de la violence légale et c'est une violence légale qui s'exerce avec toute la méchanceté républicaine contre le peuple. Il n'empêche. Je vais laisser les autres prendre la parole. Il n'empêche que ce sont eux les victimes des guet-apens, ce sont eux les victimes des actes de rébellion, ce sont eux les victimes des jets de projectiles, ce sont eux les victimes des tirs de mortier, ce sont eux qui sont attaqués dans leur commissariat jusque chez eux, c'est eux qui sont attaqués chez eux et ce sont eux qui sont tués chez eux. Mais ce sont eux, mais ce sont aussi les milliers de Français qui ne sont pas flics, qui se font attaquer chez eux, dont les bagnoles brûlent, etc. D'accord, mais pas parce qu'ils sont policiers. Mais c'est pas parce qu'ils sont policiers que c'est plus grave. Ça c'est un réflexe corporatiste qui m'étonne de votre part. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus grave. Qu'un terroriste ait tué 2 policiers parce qu'ils sont policiers chez eux, vous trouvez que c'est pas grave? Mais le terroriste est en train de marquer son territoire. D'ailleurs, c'est pas une question de terrorisme, c'est une question de partition du territoire. Le terroriste intérieur est en train d'expliquer aux flics, vous n'avez pas le droit de venir chez nous. Et ça tombe bien d'ailleurs, l'État comprend. L'État les retire.
On poursuit. Romaric. Pierre. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Philippe Ménard, mais je n'ai aucune haine contre les policiers. D'ailleurs, excusez-moi, je coupe Philippe Ménard. La police, avec Papacito, cette république permissite, serait bien fessée. Voilà, donc ça vous va pas. Pardon, Romaric, à vous. Pardon, moi, j'ai vraiment aucune haine contre les policiers. Je trouve ça assez absurde. Ils sont dans la situation qui est la leur. Après, on peut pas non plus humilier en permanence une profession, et symboliquement et concrètement sur le territoire, et se plaindre qu'éventuellement il y ait de l'animosité ou ou une fragilité de leur part et des manières de réagir qui sont pas forcément aussi nobles qu'on pourrait l'espérer. Moi, il me semble que le problème il est assez général par rapport à ça. C'est-à-dire que à tous les niveaux de la société, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau des infirmiers, en fait tous les gens qui sont au front de ce qui est en train de se passer, que le grand délitement social, il y a quelque chose d'extrêmement violent qui a lieu et les policiers sont au front de ça. Il y avait l'État, il y a la société et il y a la nation, on va dire. La nation, on l'a détruite, il n'y a plus que l'État, qui a un État froid et technocratique qui essaie de faire tenir ensemble une société qui se délite puisqu'elle n'a plus aucune raison en fait de faire sens et de faire communauté. Donc on va l'unifier de manière arbitraire, froide, technocratique et violente. Donc les policiers se retrouvent eux-mêmes pris en otage de cette situation politique désastreuse où en effet ils sont obligés d'être le bras armé d'un pouvoir froid. Mais ça, c'est pas de leur faute à eux, ce sont les conséquences, et puis en plus, ce sont des prolétaires, ils sont au front du truc. Vraiment, c'est exactement comme les infirmiers, les enseignants, ils sont de cette espèce de grande expérience d'ingénierie sociale totalement délirante qui est en train d'avoir lieu, ils sont les premières victimes, et voilà, je pense que c'est vraiment pas les ennemis qu'on devrait avoir dans cette situation. Et puis pour compléter, moi, je souscris complètement à ça, et puis pour compléter, je crois aussi que ce qui se passe, c'est que eux, sur le terrain, ils se rendent bien compte qu'ils sont les derniers garde-fous, parce que les gens qui crient à la révolution et à l'insurrection ne se rendent. Moi, j'avais fait l'acte 4 avant que les Gilets jaunes deviennent une manifestation d'extrême gauche. J'étais monté faire l'acte 4 à Paris. J'avais assisté à des tentatives de sabotage, de destruction qui étaient proprement incroyables. Et j'étais content, je le dis, j'ai pas honte de le dire, j'étais content qu'il y ait des policiers pour empêcher ça. Parce qu'on s'en prenait à des biens privés, parce qu'on était en train de faire parce qu'il y avait la possibilité que les choses s'enveniment gravement. La contestation sociale en France, le problème, c'est qu'elle est souvent fondée. Par contre, s'agglomèrent à elle des gens très très dangereux et des gens qui n'ont pas forcément d'objectif. Quand, à l'acte 4, il y a la banlieue qui est descendue avec les Gilets jaunes, ils n'étaient pas là pour remettre la France des campagnes ou pour faire baisser le prix du gasoil. Ils étaient là pour défoncer les vitrines de Foot Locker et récupérer un maximum de Mais ce sont les mêmes que les forces de l'ordre ont hors de laisser passer. Alors moi, franchement, en étant sur le terrain... ce sont les gardiens du désordre établi. Attendez, n'oubliez pas que les images qu'on a de violence, elles sont indéniables. Mais les images qu'on a de violence, c'est la télé qui nous les donne. Et la télé, si sur 100 personnes arrêtées, on va vous montrer effectivement la gamine qui a pris un coup de flashball dans l'œil, c'est déjà de la désinformation. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'y étais, j'ai pas eu le sentiment que les policiers allaient taper plus les gamines en jupe que les racailles. Moi, ce que j'ai vu, c'était des gens qui étaient peu face à une grosse menace et avec toutes les possibilités, parce que les policiers, ils font bien le distinguo entre le banlieusard qui est descendu faire un carton au centre-ville et l'Auvergnat, le camionneur auvergnat qui est venu manifester avec sa corporation de métier. Je pense qu'ils voient la différence. Maintenant, on n'est pas à leur place et je suis persuadé que c'est là où il y a le plus gros taux de suicide. Si c'était des pervers 55 policiers, le dernier s'est suicidé lundi. 55 policiers en seulement un an. Le plus fort taux, c'est 10 fois moins que les paysans. Ce sont les paysans. Oui, tout à fait. Mais parce que c'est deux professions qui sont... mais le paysan est moqué à la télé, le policier aussi. C'est les deux. C'est le parachèvement de la République, c'est de détruire celui qui est enraciné et de faire... Et ça vient beaucoup, à mon avis, excusez-moi, je suis un peu long, mais ça vient beaucoup de 1789, parce qu'en fait, le gendarme, originellement, au Moyen-Âge, les gens d'armes étaient des chevaliers qui défendaient la veuve et l'orphelin, c'était leur vocation, ils étaient aimés par le peuple. 1789 arrive et en fait une espèce de garde champêtre mesquin que les Français vont s'employer à détester, mais justement, pour les raisons que vous invoquez, Guignol et d'autres choses, mais c'est très récent dans l'histoire de France. Mais la collaboration, le paysan et le gendarme, ce destruction du sont truc, des vocations. Le paysan aussi, c'est une vocation. Bien Et comme par hasard, évidemment, ces gens... Évidemment. Révolution française, 12 juillet 1789, Camille Desmoulins s'en prend à l'infâme police. Au cœur du palais royal, Romaric s'engarce de l'incorrect, totalement rebelle à la police de la pensée. Ah oui, donc Sauvé. Sauvé. Allez, Pierre.
Bien évidemment, Pierre Gentillet n'a... C'est toujours le rôle le plus pénible. Et oui, Pierre Gentillet n'a rien contre la police. deux fois que vous faites le coup. Hein. Oui, je vous donnerai la parole en premier, même avant Stéphanie, si elle me l'autorise, pour mais bien sûr. un autre sujet de pas cette la émission. première fois. Allez, Pierre Gentillet n'a rien contre la police, je peux même être leur avocat. Bon, eh ben, on va voir. Vous avez une grosse responsabilité, là. Oui, ça me permet de rebondir en fait sur ce que vous dites et Allez-y. sur ce qu'a dit Papacito. C'est-à-dire que, en fait, je vais rebondir que sur ce que vous avez dit, non pas que ce qui a été dit là n'est pas intéressant, mais en fait, vous avez réuni en fait les deux éléments importants, à mon avis, de ce problème. Le premier, c'est effectivement ce que vous dites, c'est que en fait, les flics, enfin, les policiers, ils sont dans un état psychologique tel qu'on peut pas imaginer en fait, parce qu'effectivement. Vous avez très bien résumé. Ils se font taper par Yann Barthès. Ils se font taper dans leur vie courante. Et en plus de ça, il y a un autre élément que je vais lancer, qui est vraiment un élément de fait et que je vois énormément en pénal, c'est qu'il y a une frustration du fait qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils ne servent à rien. Pourquoi ? Parce que quand ils reçoivent des plaintes, ça je peux vous en parler pour le coup des dossiers en pénal, quand les policiers font du dépôt de plainte, je veux dire, ils voient très bien les profils qu'ils ont en face. Moi, j'ai vu des dossiers en pénal de types qui ont été condamnés 20 fois, qui ont pris quasiment que du sursis. Et vous savez ce qu'on fait des petites peines. On les applique pas en plus, que ce soit sursis ou pas sursis. Donc en fait, tout est sursis. 6 mois de sursis, 6 mois ferme, ça veut plus rien dire du tout aujourd'hui. Et Ça, c'est la politique pénale de le Taubira que vous mettez en policier, cause. il est là pour mettre de l'ordre. Et en fait, et de l'ordre et de la justice. Et il se rend compte que dans les endroits où il va, dans les quartiers, il est source de désordre et que le travail qu'il fait vis-à-vis des gens, en fait, ça n'aboutit à aucune justice. Parce que ces gens ne sont jamais condamnés. Et par ailleurs, je pense qu'on a tous fait l'expérience encore plus dans les grosses métropoles, typiquement comme Paris. C'est que quand on va porter plainte, je connais plein de gens qui ont fait ça, que ce soit pour des vols, des cambriolages, que ce soit pour des attaques. Les policiers, la plupart du temps, vous dissuadent. C'est pour ça qu'en plus, les chiffres, parce que les chiffres, comme dirait Caron, les chiffres, parlez-moi des chiffres, les chiffres ne veulent plus rien dire. Parce qu'en réalité, les policiers ont consigne pour faire baisser la délinquance, en fait, on fait baisser le dépôt de plainte. Et c'est très frustrant. Et ça, personne le dit. Alors le flic, il va voir Aymeric Caron, qui est comme un imbécile, et qui va dire, regardez les chiffres, ça baisse. Oui, les chiffres. Mais là, le policier, lui, il voit la réalité, il voit la télévision, et il voit cet abruti, et il se dit, mais non seulement à quoi je sers, et à quoi il sert lui, surtout. Non, mais c'est exactement. Non, mais c'est vrai. Et le deuxième élément aussi que je voulais peut-être apporter au débat, c'est je pense qu'on fait peut-être une erreur, c'est-à-dire qu'en fait, le problème de la police, ce n'est pas qu'elle soit violente. C'est son rôle, et même parfois elle a des outrances. Quand on parle de répression policière, moi ça me fait toujours rire. Le but premier de la police, c'est la répression. Enfin, je veux dire, c'est une absurdité. Le problème aujourd'hui, c'est quoi ? Il y a une haine de la police. Pourquoi ? Il y a une haine de la police, d'une part, effectivement, d'une partie des banlieues, on l'a vu à Chanteloup-les-Vignes, parce que ils incarnent un ordre qui perturbe leur ordre à eux, l'ordre des voyous, l'ordre des banlieues, de plein de quartiers, de villes. Il faut arrêter de parler de quartiers. Et en même temps, il y a une autre partie de la population qui n'aime pas la police, parce que la police, en fait, tout simplement, ne fait pas son travail. Quand on parle des gilets... En fait, ils reprochent à la police de ne pas faire le boulot de la police. Quand les gilets jaunes étaient... moi, je les ai fait aussi. On a d'ailleurs fait les manifestations actes 3 et 4 ensemble. Oui, mais vous nous rappelez, j'ai un ami qui vous a vu lancer... de votre guerre plus tard. Non, mais j'ai un ami qui vous a vu à l'assaut d'une barricade, enfin, en tout cas... Tout à fait, avec le drapeau de l'Occitanie. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est les histoires d'anciens combattants, là. Oui, Bien. Ça me donne un coup de jeune. Oui, voilà, ça me donne un coup de jeune. Et du coup, j'ai plus ce que je veux dire. Et en fait... Ils ne font pas leur travail. Il faut bien oui, ils ne font pas leur travail. C'est-à-dire qu'en fait, ce que reprochaient les gilets jaunes aux policiers, c'était de ne pas les rejoindre, en fait. Le nombre de fois on a crié ces slogans. Alors que dans les cités, ils ne demandent pas à ce que les flics les rejoignent, ils demandent à ce qu'ils dégagent. C'est vrai. Donc le problème n'est pas du tout de cet ordre-là. Et en réalité, c'est ça le problème. Le problème, c'est l'asymétrie. Vous parliez tout à l'heure de Duterte, ce que fait la police de Duterte à côté de ce que fait la police en France. Bon, on est d'accord qu'on est sur un rapport de 1 à 1000, à peu près. C'est pas le même championnat. Donc, le vrai problème ici, en fait, c'est pas ce que fait la police tant vis-à-vis des gilets jaunes, même si tous ces 30 éborgnés, c'est horrible, évidemment, mais c'est l'asymétrie et qui crée un sentiment d'injustice profond. Et je terminerai par là, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette asymétrie ? Pourquoi ? Parce qu'au fond, il y a un problème politique. Et ça, on l'a vu au moment des émeutes en 2004-2005. Parce que si la police, quand on voit qu'il y a 30 éborgnés pour les gilets jaunes, s'il y avait un éborgné dans les banlieues, ce serait numéro spécial Yann Barthès. Yann Barthès va forcément nous prendre. Mais c'est vrai. On aurait des enquêtes, on aurait des déclarations du ministère, les flics se feraient taper dessus. Donc là, ça prouve que les flics, ils ont eu des consignes. Parce que là, c'est bon, là, ils peuvent tirer. Parce que dans les banlieues, il ne faut pas tirer. Parce qu'on se fait taper par la presse. Et puis le ministre, c'est juste un communicant. Donc lui, ses amis et ses supérieurs hiérarchiques, c'est les journalistes.
Et en plus de ça, c'est acheter la paix sociale. Parce que sinon, et j'en termine par là, sinon, la banlieue flambe. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que socialement. Ça veut conclure, alors je donne la parole, bien volontiers. Rapidement, merci. Justement, je crois qu'en fait, la clé de tout ça, c'est que je pense que les policiers sont le dernier élément qui fait que cette République à bout de souffle tient. Et c'est vraiment un appel que je leur lance. J'ai cru un moment, je me suis dit, au début des Gilets jaunes, quand c'était pas encore un mouvement gangréné, je me suis dit, s'ils se retournent, c'est fini. Il y a eu quelques petits moments. Il y a eu quelques petits moments, on y a cru. Il y a eu quelques petits moments. C'est eux qui ont la clé de la chose. Ouais. C'est l'armée. Alors l'armée, si je dis ça, ça va faire peur. Hein. J'espère que l'armée va rentrer à l'Élysée. Au moins juste la police. Ils sont pas en kaki, ça fera moins fasciste. Mais ça serait bien qu'à un moment, ce corps-là prenne la décision de réinstaurer une France pacifique et une France qui fonctionne, la France de toujours. Mais je termine juste en un mot. Le moment révolutionnaire arrive toujours au moment où les manifestants, la police rejoint les manifestants. C'est systématiquement ça. Bien sûr. Ouais. Castaner briefe la police, soyez tolérants avec les jeunes, sans pitié avec les jaunes. Jaunes, vous savez suivre. Incombe à sa tête, la police a une gueule de voyou. C'est vrai que... Bon, c'est vrai. Délit de faciès. Il a été voyou, il a été voyou, il le dit lui-même. Voilà, il était un peu voyou. Allez, la police de Bistro Liberté, c'est Martial Bild, c'est vrai, et le plus costaud, c'est Papacito. C'est assez vrai aussi, il faut être honnête que... D'ailleurs, on fait pas de plan, vous savez, on est tous les deux. Là, c'est remarqué, on fait jamais... Ah, là, ça se voit. Julien Drahi, c'est incroyable. C'est vraiment... C'est fantastique. J'espère que c'est pas du troll. Je viendrai. Tout le monde déteste la police, sauf Papacito, et ça ne plaît pas, viens me le dire. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Bistro Liberté. On parlait de Yann Barthès, un employé de chez Bouygues. Monsieur Bouygues nous a donné, grâce à TF1, l'idée d'acheter une voix qui pose des questions à l'invité. Ça me repose et ça nous permet d'écouter tout de suite la voix. Quel fait d'actualité vous a le plus marqué en 2019 ? Alors en 2019, j'ai envie de dire l'attaque qui est très récente, l'attaque à comment ça s'appelle, à Chanteloup-les-Vignes, qui pour moi est le parachèvement de tous les échecs consécutifs de toutes les politiques qu'on a jusqu'à maintenant. Je crois que c'est quelque chose, c'est un signal d'ampleur. C'est la première fois qu'on tend un traquenard à des policiers, donc on s'en prend directement à l'État, aux policiers, et c'est la première fois que ça a une telle ampleur, et surtout ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'ils ont mis le feu à une espèce de bâtiment qui était un cirque, je crois, qui doit intéresser à peu près 0,02% des gens qui habitent dans le coin, qui a coûté 800 millions d'euros et qui est parti en fumée. Donc c'est un petit peu les rêves du Parti Socialiste qui partent en fumée, et ça c'est... En plus de me faire rire, ça me fait plaisir. D'accord, voilà. Moi ça le mérite de la clarté, on poursuit. Quel est votre héros dans la fiction ? Dans la fiction, hein. Mais je crois que c'est un secret pour personne. Moi, je suis un mordu de Cyrano de Bergerac, d'Edmond de Rostand. C'est ce qui a bercé mon enfance, mon adolescence. Et puis, je le relis régulièrement. Pour moi, c'est le héros auquel je veux le plus ressembler. Gérard Depardieu dans le rôle ? Alors, Gérard Depardieu, c'est autre chose. Voilà. Et puis après, il y a Cyrano de Bergerac. Il est très bon dans le rôle, pas de problème. Mais vraiment, c'est Cyrano au-delà de Gérard. D'accord. Cyrano. Mais pourquoi Cyrano ? Cyrano, c'est un mec du Sud-Ouest qui monte à Paris et qui punchline non-stop. C'est un peu ce que j'essaie de faire. Et puis qui secoue un peu le cocotier. Donc moi, ça me régale. D'accord. On poursuit. La personnalité avec qui vous aimeriez dîner ? Avec Duterte, le président des Philippines. Je pense qu'il a beaucoup de conseils à nous donner. Je trouve qu'il a une gestion du problème de la drogue qui est très adaptée. Oui. Et j'ai l'impression que c'est simple, mais j'aimerais l'entendre me le dire et que c'est bon. Donc j'aimerais beaucoup le rencontrer, ça me ferait très plaisir. J'ai toujours aimé en plus des humanistes qui ont à cœur de sauvegarder leur peuple. Donc j'aimerais vraiment rencontrer un vrai humaniste. Donc ça me ferait plaisir de rencontrer Rodrigo Duterte. Mais c'est sincère, hein, Oui, je ne m'attendais pas à cela, mais pourquoi pas. Mais il est quand même considéré comme un peu excessif. Il est considéré par excessif par Yann Barthès. Bon, on poursuit. Et si vous étiez un livre ?
Alors écoutez, si j'étais Sans Edmond Rostand, hein, me refaites Non, pas, sans Edmond Rostand, je pense que je serais le Coran. Parce qu'en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez, la gauche, vous êtes inattaquable. Donc c'est quand même un truc qui est phénoménal. En plus, je serais best-seller en France. Je serais distribué à la fac, à la Fnac, pardon, et à la fac aussi d'ailleurs. Actuellement, ben voilà, Crépuscule et Titans n'est pas trouvable à la Fnac, alors que le Coran l'est. Et donc je trouve que c'est un super privilège. Donc j'aimerais vraiment être ce livre. D'accord. Un livre important. Autre question. Que chantez-vous sous la douche? Alors je chante pas sous la douche. Non. Je me douche. Oui. Parce que j'ai un chauffage au fioul, figurez-vous. Et du coup, je tanne ma femme pour qu'elle fasse vite. Donc moi, j'essaie de donner l'exemple. Donc je chante pas. Je sors de la douche. De toute façon, je chante beaucoup trop mal pour chanter quoi que ce soit. D'accord. Alors, en dehors de la douche, est-ce que ça vous arrive de chanter quand Oui, même? tout à fait. J'essaie de chanter de temps en temps des chants sécanto, par exemple, chants occitans. Mais je retiens pas les paroles, c'est terrible. Et ça donne quoi? Mais justement, je retiens pas les paroles, donc c'est terrible. Je vous chanter devant vous. Mais j'essaye, je m'entraîne dans le secret espoir de rencontrer Jean Lassalle et de pouvoir l'entonner avec lui. Parce que ça, c'est bien. Mais ça peut se faire. Hein. On peut Mais alors là, s'organiser super. cela, hein. C'est un de mes grands projets, c'est de chanter. Si vous... Mais vous citez Jean Lassalle là aussi. Hein, Tout à fait. Hein, dans tous les bouquins, chez vous me le faites carnet de guerre. Et là, rencontrer, on chantera ces cantos sur Tevel, c'est une promesse. Je vais réviser, je vais me le... ouais. Et puis on le chante. J'essaierai de me joindre aussi. Je connais pas les paroles, mais je connais au moins la musique. Déjà, hein, c'est déjà pas mal. On poursuit. Encore une question. Que dira de vous la postérité? Alors très honnêtement, je pense qu'il n'y aura plus de postérité pour la bonne et simple raison qu'on va arriver dans un siècle où il y aura une profusion de productions. Elles seront noyées sous la masse et il y aura plus de grandes œuvres comme en ont laissé les auteurs comme Baudelaire, comme d'autres, hein, comme Victor Hugo. Il y a trop de livres aujourd'hui pour avoir une véritable. Il y aura des gens qui auront une. Moi, je pense que par exemple Dantec ou Houellebecq auront une postérité. C'est des auteurs que j'aime beaucoup, surtout Dantec. Mais oui, voilà, pour les raisons que vous imaginez. Puis même, j'aurais aimé rencontrer le personnage. Malheureusement, je n'ai pas pu. Mais je pense qu'il n'y aura pas de postérité. Je pense que, enfin, en tout cas pour moi, il y aura très peu de gens qui auront accès à ça. Et puis même, ce sera des postérités. Même, je pense que même par exemple, un Dantec. Est-ce que dans un siècle, on continuera à parler de Dantec? Je suis pas sûr de ça. Est-ce que quand même, vous faites pas tout pour rester à postérité? Je veux dire, vous êtes sur YouTube, c'est là où il faut être, et vous faites le spectacle. On va dire ça comme ça, sans vouloir être oui, non, vous avez désagréable, raison. parce que mais vraiment, je m'en voudrais. Pour On le des coup, Visigoths, faut se méfier. Non, mais vous avez raison. Mais pour le coup, vous êtes pas sans ignorer que je suis catholique, donc pour moi, la postérité, elle est après la mort, et elle suffit. La postérité d'ego, c'est-à-dire celle de mon œuvre, moi, vraiment, je fais des choses pour agir maintenant. Dans un siècle, ce sera, même dans 10 ans, ce sera peut-être, dans 30 ans, ce sera déjà peut-être plus opportun. Donc en fait, c'est pour maintenant que je le fais. Donc après, la suite, peu importe. Parfait. Eh bien, écoutez, on va arrêter là le questionnaire. On va passer à l'autre partie de Bistro Liberté, non sans avoir fait la publicité pour notre partenaire de Bistro Liberté, Terre de France, un parfum au service de notre pays. Je vous l'indique, c'est un parfum qui est fait, imaginé, fabriqué et français à 100%, et 100% des bénéfices sont reversés à des associations qui aident des agriculteurs, des militaires, des artisans, des écoles rurales, etc. Magnifique. C'est une belle initiative avec un parfum pour hommes. Là, cette fois-ci, j'ai sorti de sa boîte pour qu'on puisse le voir. C'est un joli flacon, comme on dit, élégant pour les hommes, et aussi un parfum pour les femmes. Voilà, Terre de France, c'est le parfum au service de notre pays, et vous pouvez le retrouver à l'achat. On va pousser les tomates, ça fait pas joli, les cacahuètes et les tomates, ça faisait pas beau. Voilà, vous voyez, en direct. Et on va, pouvoir retrouver ces parfums directement sur le site de la boutique tvliberté.com. Vous allez sur le site et vous allez à la boutique pour les commander. Voilà un beau cadeau qui s'annonce pour les fêtes de Noël. À tout de suite. Le populisme en Europe, la stagnation, la défiance des populations envers les partis de gouvernement au profit de mouvements d'un type nouveau qu'on appelle populiste est sans nul doute le fait le plus marquant depuis au moins 2 décennies. Pour le philosophe Alain de Benoît, nous vivons le moment populiste. Cependant, Matteo Salvini n'est plus au pouvoir, Boris Johnson piétine,
l'Autrichien Heinz Christian Strache a été sèchement remercié. Le populisme en Europe, panne et stagnation. Voilà. Question sur le populisme. Alors, vaste débat. Les élections européennes de mai 2019 ont annoncé un raz-de-marée populiste. En Europe, il n'a pas eu totalement lieu et donc on en a déduit que, on était dans une phase de stagnation. Même les plus optimistes sont partis sur une phase de régression. Qu'en est-il ? Quel est l'argument ? Quels sont vos arguments pour ou contre cette vision de stagnation des populismes en Europe ? Moi, je pense qu'ils sont naissants, surtout. Il ne faut pas oublier que c'est un phénomène qui est en réalité, je parle en France, qui est vétéran de 150 ans de gauchisme en réalité. Donc, c'est des mouvements naissants. Ils sont en train de se structurer, ils sont en train de s'internationaliser. Ils font l'objet de nombreuses attaques. Ils ont un monde face à eux qui est extrêmement difficile à concurrencer. À l'heure de la consommation, de la mondialisation, revenir vers le local, c'est un défi énorme. Donc moi, je trouve que, entre guillemets, pour un début, c'est pas si mal que ça. Il y a des questions qui arrivent. Il y a des thèmes sur lesquels on n'avait pas le droit de statuer, qu'on n'avait pas le droit d'évoquer, qu'on a maintenant le droit d'évoquer. Donc moi, je pense que non, c'est juste qu'il faut prendre bien compte que c'est des choses qui viennent d'arriver. Ce sont des phénomènes qui sont naissants. Donc on n'a pas assez de recul pour savoir si ça stagne ou pas. Moi, je pense vraiment. Est-ce que on est, comme le disait Alain de Benoît dans un ouvrage important qui a fait date, Le Moment populiste. Est-ce que vous pensez, vous, que ce populisme, il se diffuse et il continue à progresser? On le voit. Il y a le contre-exemple, on dit Salvini, il a quitté le pouvoir, mais d'un autre côté, il vient de remporter des élections régionales en ayant la majorité à lui tout seul, avec des partis politiques alliés à lui, mais néanmoins 57% sur son nom. Quel est votre sentiment? Est-ce que ce moment populiste, il peut arriver? Mais en fait, on est dans un long moment populiste qui a apparu, je pense, 40 000 ans avant l'écriture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme est arrivé, il était déjà un populiste. L'Europe est un contre-exemple. Il ne faut pas oublier, même la France est un contre-exemple. En Chine, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ils subventionnent des chanteurs pour dire, voilà, nous sommes un peuple, dans 4 000 ans, nous serons toujours là. C'est vrai, attention. Je l'ai vu en Chine. Voilà, la Chine, c'est le populisme absolu. Je rappelle que c'est le pays, je crois, derrière l'Inde, si je dis pas de bêtises, qui est le plus peuplé au monde, peut-être devant, je sais pas. Ça doit pas être loin. La première puissance économique. Le monde que économique. j'ai vu à Shanghai, ça doit pas être faux. Bon, mais voilà. Les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale, sont dirigés par un populiste qui sera réélu, j'en suis certain. Le Brésil, qui est le plus gros pays d'Amérique latine, est dirigé par un populiste. Enfin, je suis désolé. L'Afrique, n'en parlons pas. C'est-à-dire que là, je pense qu'on est au maximum de ce que peut être le populiste, puisque c'est même pratiquement du clientélisme ethnique, pour certains. Oui, non, mais vraiment, je pense vraiment que l'Europe, c'est le dernier, et même la France, c'est le dernier à ne pas avoir basculé, ou en tout cas avoir fait du contre-populisme dans son histoire. C'est voué à être, à mon avis, un épisode, et puis à rentrer dans le rang comme tout le monde. Quand l'Europe sera dans le même état que le reste du monde, quand on sera un pays du tiers-monde, vous verrez que le populisme reviendra très vite. Pierre Gentillet, je vais vous donner la parole avant Stéphanie. Comme promis, vous savez que là, on se tient. Il y a deux pires passages, c'est premier et dernier en fait. Voilà, exactement. Il y a deux possibilités pour vous, en premier et en dernier. Non, je vous donne la parole. Est-ce qu'on peut donner une définition du populisme rapidement? Moi, j'ai celle de Philippe de Villiers que je trouve très, très juste et très rapide. Le populisme, c'est le cri des peuples qui ne veulent pas mourir. Moi, je trouve que c'est bien, c'est suffisant. Oui, c'est bien parce qu'en fait, c'est ce qui permet de distinguer justement, entre guillemets, le populisme de droite du populisme de gauche. Parce qu'en fait, les peuples qui veulent pas mourir, c'est ceux qui ont une identité. D'ailleurs, je ne sais plus, c'est Éric Zemmour qui parlait il n'y a pas très longtemps justement du fait que le populisme de gauche, précisément parce qu'il ne prenait pas en compte cette idée identitaire, était, je vous renvoie à ce qu'il a dit, une supercherie. Et d'ailleurs, si vous regardez bien en Europe, tous les populismes de gauche qui sont arrivés au pouvoir, durablement, je vais prendre qu'un exemple, Syriza en Grèce. Oui. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Syriza? Si ce n'est un mouvement avec un leader dont j'oublie le nom d'ailleurs, qui est félicité par la Commission européenne, encensé par Daniel Cohn-Bendit. Donc c'est là où on voit finalement toute la supercherie et la servilité de ces mouvements de gauche et d'extrême gauche. Ce qui nous ramène d'ailleurs à ce que vous disiez avant, c'est-à-dire que les antifas, tous ces gens-là, sont en réalité les suppôts du système. Matteo Salvini n'était pas sorti de l'Europe pour autant non plus. Il se pliait. Ah non, mais c'est pas ça. Mais c'est qu'il a fait. Non, rien à voir. C'est que, attendez, rien que le programme économique de Syriza, il a appliqué un programme plus à droite que ses prédécesseurs. Donc c'est juste sur le fait qu'ils n'appliquent pas en réalité leurs idées parce qu'ils obéissent à d'autres intérêts. Voilà, mais je veux répondre maintenant à votre sujet sur la question, est-ce qu'on vit un moment populiste? Alain de Benoît est peut-être un peu pessimiste en pensant qu'il y a un moment et que ce moment peut passer.
Moi, je pense que tout est encourageant. Je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que regardez les scores. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu les élections à Thuringe. L'Allemagne. L'AfD a fait un score exceptionnel. Je crois qu'ils sont à pas loin ils ont fait plus de 24%, je crois. 24% à Thuringe. Regardez l'Espagne, là. L'Espagne, exact, qui est à 16-17% dans les sondages. Vox, il y a 5 ans, Vox, c'était 3% sur la région de Madrid. 3 ou 4% sur la région de Madrid. Donc, évidemment qu'il n'y a pas une montée, il y a une explosion des mouvements populistes. C'est évident. Oui, mais je veux dire, c'est partout. Attention, ma question rapide, c'est est-ce que c'est l'action des mouvements politiques, des mouvements populistes, pardon, ou est-ce qu'on est en réaction ? Est-ce que c'est tout simplement pas une réaction au fait que les gouvernements parlementaires sont incapables de gérer la crise économique. Alors, c'est le sentiment... Ou de société qu'on traverse. Effectivement, on pourrait rajouter une chose, c'est qu'effectivement, le populisme, c'est le sentiment d'un peuple qui se sent dépossédé. Il y a un sentiment de dépossession très profond. Les gens, d'ailleurs, les politiques, les gens ne croient plus. Pourquoi ? Quand les gens parlent d'économie, les gens ne croient plus les politiques parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la main, surtout sur les mannes économiques financières. Avant, le roi disait quelque chose, pour revenir à ce que vous disiez, le roi, il avait le pouvoir de battre monnaie, le pouvoir de faire pleinement les lois. Aujourd'hui, les lois, c'est 80% de transposition de directives, et battre la monnaie, on l'a plus. Donc, évidemment, on a un sentiment de dépossession et on ne croit plus aux politiques. Et c'est pour ça qu'il y a une rébellion des peuples vis-à-vis de ceux qui sont censés les diriger et les représenter. Et non seulement ils ne dirigent pas, mais en plus de ça, ils ne les représentent pas. Donc, néanmoins, il y a un élément qu'on peut contrebalancer. On a peut-être l'impression, quand on voit ce qui s'est passé en Autriche et en Italie, que les populistes, en fait, quand ils arrivent au pouvoir, ils restent pas au pouvoir, en fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le populisme ne monte pas. Ça veut dire quoi ? C'est quelque chose qu'on sait déjà. C'est que le système institutionnel, les modes d'élection et le fait que quand un mouvement populiste arrive au pouvoir, il a toute la classe politique contre lui. Donc ça, c'est un élément qu'il faut aussi avoir en compte pour essayer de comprendre que le populisme n'est pas en train de baisser, mais au contraire, c'est juste la réaction en fait du système qui ne veut pas mourir. Et de toute façon, là, les scores qu'on voit, l'AfD, l'Espagne, l'Italie, à un moment, ces mouvements arriveront au pouvoir, qu'on le veuille ou non, en fait. Je vais même vous dire un truc, c'est démographique. C'est-à-dire que c'est un mot dangereux, mais de toute façon, la réalité arrive sous le nez des gens. Donc forcément, le vote évolue. Je vous en prie. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, ce que la gauche ne soupçonne pas, qui me fait beaucoup rire, elle ne le soupçonne pas, mais ça lui explosera au visage tôt ou tard, c'est que s'il n'y a pas un populiste de droite qui arrive au pouvoir, il y aura un populiste qu'ils ont complètement sous-estimé. C'est le populisme, en fait, de la nouvelle anthropologie française. Vous avez des gens qui viennent de pays où la peine de mort, c'est quelque chose... Enfin, vous demandez à n'importe quel Français subsaharien s'il est pour ou contre la peine de mort, il est pour. Les gens qui sont en train d'immigrer en France actuellement sont des grands populistes. Ce que la gauche ne comprend pas, c'est qu'un jour, elle aura un populisme qui ne sera pas un populisme fasciste, elle aura un populisme peut-être de charia, elle aura un populisme à la Mobutu, mais sa peine de mort et ses pendaisons d'homosexuels comme il y a en Iran, ils les auront de toute façon. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est qu'en fait, actuellement, on est les méchants, on est en train d'essayer d'éviter ça. C'est ça qui est fou, c'est que l'extrême gauche pense que elle prend le retour de la France pour un retour fasciste. Le véritable fascisme, je peux vous le dire, quand vous fréquentez des gens qui sont issus de l'immigration récente, je dis bien, d'accord ? Moi, ma belle-mère, par exemple, elle est native du Congo-Brazzaville. Vous lui posez des questions à propos des homosexuels, vous lui posez des questions à propos de la peine de mort, je peux vous garantir qu'on n'est pas sur du Charlie Hebdo. Voilà. Donc, il faut que la gauche se prépare. C'est une des contradictions de la gauche, c'est-à-dire que l'électorat sur lequel elle veut s'appuyer est à l'opposé, en fait. C'est un électorat réac. C'est ça. Qui veut prendre la parole ? Romaric, et puis Nicolas ensuite, et puis Stéphanie, et puis... Vous montrez, Martial, le beau livre d'Alain de Benoît. Oui, je montre le livre d'Alain de Benoît, toujours. Très justement que le populisme important était un style plutôt qu'un contenu, que c'est ça la première définition. Et pour le coup, on peut dire que le populisme est un style qui s'oppose à un autre style, qui est le style technocratique. C'est-à-dire, il y a un style technocratique qui n'a plus de contenu non plus, en fait, qui est l'application, que ce soit l'Europe de Bruxelles, qui est l'application d'une globalisation économique et libérale et sociétale qu'on nous présente comme une fatalité, exactement comme le progrès marxiste. Enfin, on est aujourd'hui dans un moment, pour le coup, post-politique. Il n'y a plus tellement de projets, il y a l'obligation de formater le monde entier selon le modèle global et de manière froide, fatale,
et technique, qui est celle de la technocratie globalisante, on va dire. Le populisme a été une réaction à ça, donc une réaction qui va dire on est du local contre le global, on est humain, on est incarné, on est en colère, on a de l'indignation et de la violence contre ce côté extrêmement froid. Mais le problème, c'est de la même manière que ce qu'il y a en face, il n'a pas tellement de contenu. Et moi, c'est ça le piège du populisme, à mon avis, c'est que alors il prendra le pouvoir, c'est tout fort possible parce que la réaction est nécessaire, légitime et violente. Mais s'il prend le pouvoir uniquement en réaction à cette fatalité technocratique, ça risque aussi de renforcer la technocratie. Il y a déjà un libéralisme, enfin un non-libéralisme, un illibéralisme, comme on dit aujourd'hui. C'est un rare exemple. C'est un des rares exemples. Rejet de la mondialisation. Sinon, il risquera de composer de toute manière avec le pouvoir en place pour réussir à s'instituer. S'il n'a pas suffisamment de contenu et de doctrine, il finira pas de toute façon par s'arranger plus ou moins avec ce qu'il combat. Donc il faudrait qu'il dépasse ce style. Simplement, je pense qu'il faut sortir du populisme, mais à partir du populisme. Et que le populisme est un moment en effet, mais un moment qui doit trouver son dépassement et que on peut pas s'en contenter. On doit absolument l'écouter et plutôt saluer comme la possibilité d'émancipation, enfin d'émancipation, c'est drôle de dire ça aujourd'hui, mais en tout cas de reprise des peuples par eux-mêmes, de reprise de conscience des peuples par eux-mêmes. Mais derrière, encore faut-il maintenant constituer une doctrine ou même quelque chose d'international aussi, puisqu'il y a des populistes dans tous les pays. Il faut avoir une pensée internationale du populisme. C'est de tous les pays, unissez-vous. Mais c'est en train de se faire. Les partis européens, c'est ça le paradoxe, vraiment en un mot, c'est qu'en fait l'Union européenne, qui a voulu créer une espèce d'internationale européenne des antipopulistes, des technocrates, comme vous dites, et ben en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les populistes n'ont jamais été aussi connectés. L'AfD, Vox, le Rassemblement National, la Lega, ils font des meetings géants ensemble. Et en fait, si demain, c'est ça le piège, c'est que si demain l'Union européenne est dirigée par des populistes, et ben les derniers non-populistes seront obligés de se soumettre. Donc c'est ça le piège aussi, quelque part, qui peut se refermer sur eux. Vous avez noté que Pierre Gentillet parle non plus avant et à la fin, mais maintenant tout le temps. C'est la revanche populiste. Stéphanie, et après Nicolas. Stéphanie peut-être avant. Nicolas, si vous m'autorisez. Comme vous voulez. Oui, alors moi j'aime pas tellement le mot populisme parce que pour moi c'est un peu une façon qu'ont précisément cette caste qui nous vend de l'idéologie depuis très longtemps. En fait, on assiste à un retour du réel et même à un retour au réel envers et contre tous. Et là, je rebondirai assez volontiers sur ce que disait Pierre Gentillet ou Romaric. Donc en fait, pour moi, ce terme de populiste, c'est une façon pour cette espèce de caste révolutionnaire, bouffie d'orgueil qui veut renverser l'ordre naturel, de trouver un terme un peu péjoratif et surtout de mettre un isme. Parce que dès qu'on a mis un isme, ça y est, on rentre dans quelque chose de cernable, qu'on va pouvoir manipuler, transformer, malaxer et surtout dégrader et racheter aussi, ramener à sa cause. Alors qu'en fait, je pense que vraiment on assiste à un retour du réel et que probablement on va le transformer, j'en suis absolument convaincu, et que en fait ce qui déplaît peut-être beaucoup à ces idéologues qui luttent de toute leur force contre l'ordre naturel, on l'a vu à travers les lois sur la reproduction, on peut plus, et d'ailleurs l'être humain, un être vivant doit de façon vitale se reproduire et se nourrir. Or aujourd'hui c'est devenu deux choses qui sont des éléments majeurs en fait des politiques ambiantes. Donc il y a vraiment une nécessité du retour au réel. Et donc, ce que je crois intimement, c'est que les peuples aspirent à retrouver leur âme, et comme un cordage, parce que moi qui suis un marin, eh bien, un cordage tressé, eh bien, il y a d'abord une âme qui est solide, autour de laquelle, autour de cette âme, on a un tissage. Eh bien, c'est ce tissu social qui est tissé, mais qui est tenu par cette âme et qui prend tout son sens parce qu'elle est construite, bâtie autour de cette âme. Et là, vous avez un véritable cordage, et ce cordage, on le retrouve dans les églises romanes, précisément. Et c'est cette corde sur laquelle tout le monde peut s'accrocher, et personne n'est à la dérive, parce qu'on peut se raccrocher à ce cordage, mais qui a une âme. Et c'est ça qui déplaît à nos idéologues, c'est qu'eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus d'âme. Je croyais que j'allais parler en dernier. Non, vous voyez, c'est mieux traité que d'autres. Il vous a fait une farce. Oui. Sur le populisme,
Alors, d'une part, le mot apparaît au 19e. Je vous conseille le dictionnaire des populismes, qui est absolument remarquable. Frédéric Rouvillois. De Frédéric Rouvillois, Olivier Dard et Christophe Boutin. Je les salue au passage. Aucun de mes mon beau-frère. Aucun des grands, aucun des forts, mais quand même. Je vais quand même vous dire, Philippe Ménard a participé à l'ouvrage. Mais oui, mais c'est excellent. Il a 209 contributions. Il n'allait pas le dire, Mais non, j'ai dit pour vous, car moi j'ai regardé le livre. Merci. Voilà. Je préfère vous parler d'un autre auteur qui est Richard de Sèze, que j'ai trouvé remarquable et qui parle des croquants. Et en 1550, il y a une révolte fiscale et Guillaume Paradin, qui raconte cette révolte fiscale en 1550, dit « la patience se tourne en fureur ». Et il explique en fait, ce qui est vraiment le ressort du populisme, c'est que les gens veulent être gouvernés. Les gens sont même prêts à avoir un dictateur. Alors, Duarte, pourquoi pas, Mobutu, why not, De Gaulle, Macron, qui est quand même en passe de devenir qui est en passe de devenir un vrai totalitaire. Mais pourvu que ce soit efficace. Et en fait, le vrai problème du populisme, c'est qu'en fait, on se jette avec l'ardeur d'une jouvencelle dans les bras d'un roi wisigoth. Je ne suis pas en train de parler de moi. Et il y a une déception permanente dans la manière dont l'État est en train d'accomplir son travail. Alors, d'où, évidemment, ce flottement populiste. C'est-à-dire, en fait, les gens votent, ils ont l'impression qu'il va y avoir des actions. Manque de peau, c'est la démocratie. Évidemment, ça marche pas. Donc, le soufflet retombe. Mais d'un autre côté, on voit aussi que les partis au pouvoir sont en train d'intégrer, en fait, les thèses populistes. C'est-à-dire, il y a un reflux électoral du populisme dans un certain nombre de pays, mais en même temps, les positions sont en train de se durcir de plus en plus. Ce qu'on dit en ce moment en Allemagne sur l'immigration, dans les partis au pouvoir, y compris la CDU, qui d'ailleurs, dans au moins l'un des Landes, est capable de concevoir une alliance avec l'AfD, c'est de dire, ah oui, quand même, Merkel, elle a un peu, le manche qui branle, ce genre de choses, quoi, et toute métaphore est équivalente. Et on n'est pas du tout en train d'assister à un reflux du populisme. On est en train d'assister à une consolidation des positions populistes qui font que les partis au pouvoir se disent, là, on est quand même obligé d'écouter le peuple. Parce que la patience s'est tournée en fureur, une fureur électorale ou parfois effectivement des fureurs plus manifestes comme celle des Gilets jaunes. Et si on veut rester en poste, il y a vraiment intérêt à ce qu'on leur lâche un peu de laisse. Alors évidemment, quand c'est l'autre crétin, comment s'appelle, Édouard, qui nous annonce 20 mesures pour l'immigration, qui justifie l'immigration économique, je pense qu'il n'a pas vraiment écouté la fureur du pays, quoi. Donc voilà. Là, la gauche dit c'est odieux, on nous parle de quotas comme la droite. Oui, enfin, c'est pas exactement la même chose. Là, on est en train de légaliser un peu plus l'immigration, mais dans d'autres pays, au contraire, le mouvement populiste a clairement établi le fait qu'il était une force incontournable, et on est en train de changer de pivot. Donc je suis pas du tout d'accord avec Alain de Benoît comme qu'il y aura un moment populiste qui sera à saisir. Je suis d'accord avec vous comme quoi, en fait, dès que le peuple existe, en fait, le populisme existe. Alors, on invente le mot au 19e, mais ça faisait assez longtemps qu'on avait compris que, en gros, si c'est le peuple qui hurle en me mettant sur le pavois pour que je devienne chef, j'ai intérêt à être populiste. Et d'une manière générale, si je suis démocrate, il y a intérêt à ce que je définisse bien mon peuple. Alors, évidemment, on peut faire ça comme les Grecs. 99% des Grecs faisaient pas partie du peuple, c'était assez simple. Macron est en train de faire la même chose. 99% des Français, en fait, on va pas les écouter. On va écouter uniquement Christophe Barbier et peut-être, je sais pas, Yann Barthès. Non. Ça va nous coûter cher. Mais donc, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est pas du tout un reflux, c'est une consolidation. Si je peux me permettre. Mais je vous en prie, vous êtes invité, ça tombe bien. Bon, mais tant mieux. Oui, j'ai vu c'était à la stalinienne, quoi. Tant que je suis pas assis, les gens continuent à applaudir, je trouvais ça phénoménal. La gauche est partout. Ils font ce qu'ils veulent. Je suis d'accord avec ce que vous dites, avec une petite quand même différence pour moi, c'est que ce n'est pas l'intégration du discours populiste parce que le peuple est très populiste. Je pense vraiment que le réel, vous parliez de réel tout à l'heure par rapport au populisme, est en train de toucher les gens qui s'étaient mis à l'abri du réel. Je vais prendre un exemple qui me tient à cœur. Laurent Ruquier, qui est quelqu'un il est plutôt immigrationniste. Il s'est quand même confronté à Monsieur Laurent Oberton sur ces questions-là. Il a dit qu'il était en faveur, qu'il trouvait que c'était une bonne chose. Son manoir. Ça peut pas être de moi que c'est de Oberton en même temps. Exactement. Son manoir, il l'a pas mis dans le 9-3. Il l'a mis à Biarritz. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis son manoir dans le 9-3 ? Moi, par exemple, si je pouvais voter, je voterais royaliste. C'est un peu antinomique, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire en vacances ? Je vais dans des endroits où il y a des châteaux. Vous voyez ? Lui, il vote pour l'immigration. En vacances, il ne va pas dans des endroits où il y a de l'immigration.
en vacances, il va à Biarritz, où il y a de l'homogénéité anthropologique et ethnique, où il y a de l'argent et où on a bien mis les pauvres à l'extérieur de la ville pour pas être dérangés. Donc, si vous voulez, il y a un moment où cette diversité tant promue par ces gens-là est en train de venir taper à la porte. Ils sont en bas ils sont en bas de chez eux, ils commencent à côtoyer leurs enfants. Et ce n'est que pour cette raison-là, ce n'est que par pression démographique, ce n'est que parce que ça déborde qu'ils vont commencer à prendre des décisions. Je suis persuadé que ça n'a rien à voir avec le peuple, je suis persuadé que ça a rien à voir avec eux, et qu'ils commencent à être touchés par ce pourquoi ils ont voté. Les profs, c'est pareil. 150 ans de parti communiste, hein, et maintenant, ils se font braquer par des banlieusards dans leur salle de classe. Donc en fait, ils ont le colissimo civilisationnel qu'ils avaient commandé il y a 150 ans. Donc là, c'est en train d'arriver. Et ce n'est que ça qui va les faire bouger. Nicolas Gauthier, alors vous allez être le dernier à avoir la parole. Je vais essayer d'être à la hauteur de ce plateau. C'est vrai que le populisme, effectivement, c'est un style, mais c'est aussi un mot valise qui recouvre un certain nombre de réalités différentes. Ça attrape tout. Il y a eu son évolution. Alain de Benoît a passé une semaine en Italie, où il a vu effectivement les gens de la Légage, de même interrogé pour Boulevard Voltaire au retour. Merci. Monsieur parle de son livre, même proche peut parler de mon site aussi. Et c'est vrai qu'il y a une évolution chez Salvini, une certaine maladie. Le style populiste n'est pas toujours très adroit. On aime les trucs, les gestes de condottière, et ce qu'a fait Salvini, rompre l'alliance gouvernementale qu'il avait montée avec le mouvement 5 étoiles, espérant avoir des élections anticipées. Bon, il s'est vautré. En face, il y a un gouvernement. Il se rattrape en nombril, certes. Mais entre-temps, alors que l'alliance, effectivement, du peuple de droite et du peuple de gauche avec le mouvement 5 étoiles était intéressant, ce que dit Alain de Benoît dans notre entretien, c'est qu'il est parti à Washington faire un voyage, et depuis qu'il est rentré, son homme de référence, c'est plus Vladimir Poutine, c'est Trump. Il ne jure plus que par Bolsonaro. Il a mis un portrait de chef d'État dans son bureau, c'est celui de Benjamin Netanyahou. Donc là, il peut-être un petit glissement. Et quand on parle du Brésil, vous citez Bolsonaro, le vrai populiste, c'est pas lui. Parce que Bolsonaro, c'est quelqu'un, il se fait élire, c'est sur l'insécurité et la corruption, mais c'est le candidat d'une oligarchie. C'est un homme qui trahit la religion catholique pour aller rejoindre les sectes évangéliques, lesquelles vont assurer sa réélection. Et son premier acte officiel, diplomatique, est de s'aligner directement sur la Maison-Blanche. C'est pas exactement la définition qu'on peut avoir d'un populiste. À ceci près que la question... Parce que le vrai populiste, Lula, la preuve en est, qui c'est un vrai populiste, c'est qu'ils l'ont mis en prison après un procès qui était vraiment une parodie de justice. Mais la question sécuritaire au Brésil est quand même beaucoup plus prégnante que chez nous, vraiment. C'est un vrai problème au Brésil. Mais j'étais au Brésil, passé un certain temps là-bas, sous le règne de Lula, et l'insécurité avait baissé. Sous Lula? Oui, sous Lula, les pauvres les miséreux étaient devenus pauvres, et les pauvres avaient intégré le bas de la classe moyenne. D'accord. Je l'ignore. C'est un vrai révolutionnaire. Oui, je vois ça. Oui, non, on peut être royaliste et révolutionnaire en même temps. C'est Boulevard Robespierre. C'est Boulevard Robespierre. J'allais dire la chevalerie. Et on va après, pas lancer les débats. Et après, bon, effectivement, il y a des maladresses. Je sais pas qui est dans le métier, mais vous parlez de Hans Christian Stracher, qui s'est fait quand même poisser comme un premier communiant avec une demi-pute à Ibiza. On se croirait dans un SS. Bon, dans quoi ils avaient un gouvernement, il n'y a plus rien. Boris Johnson qui veut faire son truc. Bon, Boris Johnson, il va réussir. Ah oui, il va réussir. À force de reporter le Brexit, oui. Mais il a résisté. Lui, c'est un vrai populiste. Absolument, c'est mieux que Teresa. Le populisme, en fait, c'est se mettre contre l'establishment, en fait. De toute façon, c'est ce que fait Johnson. C'est pas scandaleux que l'establishment, pour se défendre, attaque les populistes. Ah, mais oui. Pas non plus. Mais il a raison, parce que le jour où les populismes arriveront définitivement au pouvoir, ces gens-là n'existeront plus. Voilà. Mais de toute façon, vous évoquiez la démographie tout à l'heure, comme le système actuel est ainsi fait qu'il y a de plus en plus de pauvres et une minorité de riches, vu que les pauvres sont plus nombreux et qui, pour l'instant, ils ont encore le droit de vote. Oui, effectivement, le jour où les abstentionnistes en France se décideront enfin à voter, parce que le premier parti de France, c'est l'abstention, quoi. Non, ça marche pas du tout comme ça. En fait, on a droit à des élections au suffrage universel pour élire un président
qui se torche avec son programme généralement. On a droit à des élections universelles pour élire des partis avec un système en France où il n'y a aucune représentativité. Donc Oui, le, mais fait ça que, peut- le fait que le pauvre vote, c'est une frustration complète. Si la démocratie existait véritablement en France, on aurait toute la palette de la scrutin démocratie majoritaire et des mandats impératifs. Mais le scrutin majoritaire de tour en France, effectivement, ça a permis pendant très longtemps de bloquer la progression du Front National, maintenant devenu Rassemblement National, mais ça peut être aussi le moment. Ça devient un piège. Il y a toujours un moment Absolument. bascule. Et Oui. quand Alain de Benoît titre son livre le moment populiste, il dit pas c'est le moment maintenant, mais on arrive, on a changé. À une bascule, quoi. Voilà, on a changé de cycle. La vie est faite de cycles, et le cycle libéral de gauche ou de droite, je suis moins obsédé par vous que par la gauche, mais on voit Macron, à sa façon, il fait du populisme. C'est le populisme des riches. Les riches font sécession de la société française, comme les racailles à capuche font sécession du pays, mais l'élite qui a voté pour Macron, elle aussi a fait sécession, quoi. Donc, donc démographiquement, il y aura, je pense, un mouvement à bascule. Or, un populisme qu'on pourra juger de droite ou de gauche, peu importe, c'est pas très très grave tout ça. Hein. Le dernier mot sur cette question. Mais j'espère qu'on va rendre le mot moins péjoratif, parce qu'actuellement, il faut avouer qu'il est péjoratif et que donc il induit certaines choses. Ça serait bien qu'on le redéfinisse mieux, et j'espère qu'il va aboutir. Bon, je vous le dis, franchement, je crois au populisme parce que c'est l'ordre naturel des choses. C'est parfaitement clair. Merci à vous. Alors, avant de vous savez, merci bien évidemment notre avocat Pierre Gentillet, merci à Philippe Ménard, Politique Magazine, merci à Stéphanie Bignon de Terre et Famille, merci à Nicolas Gauthier de Boulevard Voltaire, merci aussi à Romaric Sangars de L'Incorrect qui titre pour ce mois de novembre « Sous le voile, la partition ». Et avec ce message particulièrement optimiste, peut-on encore l'éviter? Voilà, donc c'est dans L'Incorrect de ce mois-ci, c'est en vente dans tous les bons kiosques et marchands de journaux. Ce dernier dessin de Ignace est inspiré des sondages de la présidentielle qui donne maintenant Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. On est quand même à 2 ans et quelques de l'élection présidentielle, les choses peuvent évoluer, mais là, il s'inscrit bien évidemment un fait que Ignace relève. Macron ne craint pas la peste brune, plutôt la peste blonde. Voilà, c'est il me reste, Pierre Papacito, à vous remercier d'être venu, de vous être prêté à cet exercice de Bistro Liberté. Je rappelle bien évidemment que notre histoire médiévale racontée comme jamais, c'est l'authentique Game of Thrones français. C'est le crépuscule des titans et c'est aux éditions Ring. Je vous remercie bien évidemment de votre attention. Français parlant, ça fait courage. Sur le sol qu'on rassemble nos rois, nous recevons en héritage le champ moins riche et moins grand qu'autrefois. C'est pourtant bien la même graine, la même terre aussi pourtant. Qui donc a pillé le domaine? Il faut savoir, il est grand temps. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Français, nous voulons de la France, mais à la France, il faut un roi. Go! Tu n'étais pas un prolétaire, libre artisan des métiers de jadis, à l'atelier comme à la terre. Le roi seul fort protégeait les petits, abandonner l'ouvrier peine, l'esclavière force à demain contre les dictateurs de haine et ceux du capital sans fin. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Si tu veux ta délivrance,
scandale. Homme petit qui criait de grands mots. Pour les rhéteurs, l'heure est mauvaise. Notre force est d'avoir raison. Et partout l'action française